Éric Loiseau, vous êtes navigateur au départ, Oui. devenu alpiniste depuis, et vous publiez l'Odyssée du plastique avec des photos de Peter Sharaf, ça vient de paraître chez Favre. Vous êtes ambassadeur de la fondation Racewater. Alors pour comprendre le problème du plastique, il se trouve dans ce livre, il y a des liens vers des films. On va en regarder un petit extrait, une sorte de générique. Donc cette odyssée que raconte ce livre, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment lutter contre la pollution des océans par le plastique, parce que le problème, il n'est pas seulement esthétique, hein. C'est un problème bien plus grave. Non, c'est même pas esthétique, parce qu'en fait, c'est pas finalement ce qu'on voit qui est le plus dangereux. D'ailleurs, le problème, c'est que lorsqu'on navigue dans les océans, finalement, on croise pas grand-chose. Non, et quand on parle de ce continent de plastique, en fait, on ne le voit pas. Alors, c'est une belle image, parce qu'au moins, ça a l'avantage de mobiliser les gens et de leur faire comprendre qu'il y a un vrai problème. C'est effectivement, on ne le croise pas, enfin, c'est des dissolutions des produits. Le plastique, ça existe depuis les années 50, donc ça fait depuis très longtemps qu'on le jette dans les océans. Après, c'est une critique facile, parce qu'il y a une trentaine d'années, de toute façon, on ne s'occupait pas d'environnement. Et c'est vrai qu'on ne faisait pas vraiment attention à ce que l'on jetait dans les fleuves et qui vont directement dans les mers. Oui, on disait juste c'est moche. C'est moche, sauf que ça s'est accumulé. On s'aperçoit maintenant que ça se dissout et que ça impacte complètement la faune, la flore. On parle du plancton, ça c'est vraiment important, parce que c'est assez récent de savoir que donc les micros et les nanoplastiques qui sont dissous dans les océans impactent le plancton, qui est quand même plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc il y a des tas de soucis qu'on peut résoudre, mais il faut d'ailleurs se prendre en main pour le faire. Alors justement, il y a un autre lien dans ce livre, ce sont des images qu'on va voir qui vont défiler derrière nous. C'est justement cette rivière sur laquelle a été prise la photo que vous nous montriez tout à l'heure. Oui, la rivière, c'est un robot. Voilà, c'est des images absolument terrifiantes. On regarde ça, mais surtout, il y a un chiffre dans ce livre. 80% de la pollution plastique vient d'Asie. Alors pourquoi en Asie ? Parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait, c'est ça. Et si vous voulez, justement, typiquement avec la rivière Citarum en Indonésie, il y a le bassin versant de la rivière à 45 millions de personnes, quoi. Donc c'est énorme. Alors le fleuve, il récupère tout ce que les gens mettent dedans, sachant que les conditions de recyclage et les conditions de déchetterie sont beaucoup moins importantes que chez nous. Elles sont moins organisées. Donc du coup... il y a seulement entre 15 et 20% du plastique qui est recyclé. Hein. Oui, alors c'est compliqué, parce que le recyclage du plastique, c'est pas une affaire très simple. D'abord, nous on pense que c'est pas forcément une bonne chose de recycler le plastique pour refaire du plastique, parce que de toute façon, alors c'est un peu le chat qui se met à la queue, de toute façon ça continue. Il y a des solutions qui sont peut-être plus intelligentes, c'est d'arriver à fabriquer de l'énergie à partir du plastique. Oui, on va voir ça, parce que c'est la grande idée de votre fondation. C'est une belle idée, qui avait déjà été mise en place par les Japonais il y a quelques années avec une machine qui s'appelle The West, mais le seul problème de cette machine, c'est qu'elle n'absorbait que des plastiques nettoyés, etc. Donc c'était assez compliqué à mettre en place.
Alors que la nôtre, finalement, enregistre n'importe quelle sorte de plastique, donc du coup, c'est beaucoup plus simple. On verra tout à l'heure en quoi ça pourrait être effectivement une solution. Vous disiez que quand on voit ces images-là, il y a aussi beaucoup de plastique qui viennent chez nous. Les pays riches, en fait, exportent leurs déchets plastiques. Oui, ça, c'est vraiment irresponsable, c'est très moche. En fait, on s'est aperçu, justement, en Indonésie, qu'il y avait des décharges qui étaient des décharges américaines, européennes, etc. C'est quelque chose qu'on a beaucoup caché et qui existe. Donc c'est un vrai scandale. Je pense qu'on n'est pas responsable. Il faut que les gouvernements deviennent responsables sur ce type de pratique. Nos déchets, c'est à nous de nous en occuper. Parce que ce qu'on ne recycle pas, en fait, on l'exporte. Exactement. Donc, et donc, du coup, on l'exporte dans des pays qui sont incapables de le recycler correctement et de l'entrer. Donc, du coup, ça arrive sur les rivages. Non, mais les rivages de Chine, d'Indonésie sont hyper pollués. Et c'est complètement hallucinant. On ne se rend pas compte chez nous, en Europe. Les rivages en Bretagne sont un peu pollués. Enfin, on trouve un peu de bouteilles, etc. Mais là, c'est quelque chose de... Là, c'est ce qu'on voit. C'est absolument incroyable. Terrifiant. Mais quand on met, on fait notre tri sélectif et qu'on met nos bouteilles en plastique dans une poubelle jaune, ça ne va pas forcément être recyclé. Il y en a une partie qui va partir en Asie. On n'en sait rien, mais effectivement, c'est ce qu'on a pu découvrir. Après, il y a beaucoup de déchets qui sont aussi des déchets, je prends l'exemple de l'Indonésie, qui viennent des habitants. Le problème, si vous voulez, c'est que tous ces pays-là sont impactés par notre civilisation. Donc, en fait, on a des produits qui sont impactés. Nous, l'emballage, c'est quelque chose qui est complètement ahurissant en Europe, qui malheureusement se propage dans le monde. J'étais complètement ahuri lorsqu'on a fait notre voyage en Pacifique de trouver dans des îles perdues du Pacifique, sur les marchés, des produits emballés, des bananes emballées dans du plastique. On se demande vraiment pourquoi. Alors il y a des lobbies, etc. sur le plastique. C'est très compliqué. De toute façon, c'est encore une histoire d'argent. Hein. C'est une histoire de profit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que de toute façon, nous on pense que l'écologie sera rentable lorsque l'écologie sera intéressante lorsqu'elle sera rentable. Oui, c'est ça. C'est un peu le problème. Donc, Mais alors, le grand paradoxe, enfin, c'est tant que c'est un paradoxe, c'est que depuis les années 50 et l'apparition du plastique, on fabrique en plastique tout ce qui est jetable. Oui, c'est vrai. Ce qui est aberrant, à partir du moment où le plastique, justement, on le sait très bien, peut rester indéfiniment. Oui, mais ça, on ne le savait pas, on ne s'en rendait pas compte. Si vous voulez, c'est aussi un problème d'éducation, l'écologie, comme le reste d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple qui est difficile pour moi, mais enfin qui est exact. Lorsque les bouteilles plastiques sont arrivées sur le marché, pour nous, coureurs transocéaniques, en solitaire, en double, en équipage, c'était vraiment très intéressant parce que c'est léger, c'est léger, ça prend pas de place, ça permet effectivement, lorsqu'on est à la barre, de s'alimenter assez rapidement, ça évite tous les trafics de containers, de jerrycans, etc., qui sont pas très faciles lorsqu'on est en mer. Donc du coup, très rapidement, on est venu aux bouteilles plastiques. Bon, moi, je ne savais pas qu'en faire. Je les coupais en deux et je les jetais à la mer pour qu'elles coulent. J'ignorais totalement, à ce moment-là, c'était il y a une trentaine d'années, que c'était nocif. C'est un problème de méconnaissance. Donc, c'est un peu le même cas pour tout le reste. En fait, on a fait des emballages qu'on a jetés un peu partout sans savoir ce que ça pouvait effectivement donner. La grande idée de votre fondation, de Race Water, c'est qu'il faut agir sur Terre avant que ça arrive en mer. Exactement, il faut éviter que le plastique aille dans la mer, si possible. Alors vous savez comment ça se passe, en général ce sont les fleuves qui alimentent les océans. Donc tout ce qu'on jette dans les fleuves arrive dans les océans. Donc effectivement, la première chose, c'est d'arriver à trouver des solutions pour diminuer la production plastique. Ce n'est pas le cas actuellement, on est encore dans un système exponentiel. Ça c'est très inquiétant. Et pour ce faire, il y a des tas de choses inutiles. On ne peut pas se passer du plastique. Le plastique est un produit tellement pratique, de toute façon, on l'utilisera de toute façon. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est supprimer tout ce qui est inutile. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, et ça progresse effectivement entre les sacs plastiques qu'on remplace par du carton ou du papier, par les verres, les bols, tous ces éléments qui sont extrêmement polluants parce qu'on les trouve partout, qu'on remplace effectivement par d'autres solutions. Les pailles. L'inconvénient du plastique, c'est qu'il n'est pas cher. C'est pour ça qu'il a remplacé à peu près tous les matériaux bien plus nobles qu'il y avait avant, mais qui eux étaient chers. Non, mais ça a remplacé le verre, ça a remplacé le bois, ça a remplacé tout ce qui était... Tout à fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'effectivement dire qu'on va remplacer les bouteilles plastiques par des bouteilles en verre, c'est pas si simple que ça. C'est encore une histoire d'argent. De même pour tous les emballages. Donc il faut simplement que les sociétés, que les entreprises se prennent en main. On est devant un problème mondial.
Donc il faut faire attention et essayer à trouver des solutions, même si elles sont pécuniaires, pour avancer. Donc il faut que les sociétés fassent attention, mais qu'est-ce que ça veut dire? Remplacer le plastique par autre chose, en mettre moins, choisir du plastique qu'on peut recycler, parce que tous les plastiques ne sont pas aussi facilement recyclables. Oui, mais regardez les emballages. L'emballage de produits est souvent très inutile. Vous trouvez du suremballage. Des produits pharmaceutiques, des produits de courant sont avec 1, 2, 3 emballages. C'est complètement inutile. Donc déjà, si on en supprime 2 par rapport à 3, c'est déjà une économie de fait. Je pense que c'est le petit geste, c'est la prise de conscience qui va faire avancer le problème. Il faut sensibiliser les gens pour pas qu'ils balancent leur plastique n'importe où. Mais enfin, assez vite, les poubelles peuvent déborder, puisqu'il y a tellement de plastique. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut arriver à en utiliser moins. Ça, c'est vraiment un... Et puis, troisièmement, il y a aussi les collectivités publiques, parce qu'après tout, le ramassage, il faut que les collectivités publiques payent pour qu'on les ramasse. Ça, c'est aussi, alors ça, c'est ce qui se passe chez nous. Après, dans les pays émergents, la solution, c'est effectivement d'arriver à valoriser le plastique, de telle sorte que les collecteurs de rue, c'est une économie intéressante, parce que c'est une économie vraiment très très importante dans les pays relativement pauvres. Donc que les collecteurs de rue, effectivement, ramassent les plastiques. Pour qu'ils collectent les plastiques, il faut effectivement que le plastique soit rentable. Le problème est là. Sinon, ils vont collecter que le métal ou que les choses qui ont une valeur. Donc, la première chose, c'est de valoriser le plastique. Et ensuite, effectivement, de créer une économie parallèle qui permette ça évite que tous ces plastiques se retrouvent à la mer. Alors, valoriser le plastique, ça veut dire en faire de l'énergie. Par exemple. De l'électricité. Et ça, c'est au point, ça. Ça, c'est au point. Alors, c'est une machine qui, en fait, fabrique de l'énergie. Fabrique, en fait, un gaz qui s'appelle le syngas, à partir de la combustion à haute température du plastique, de n'importe quel plastique, sans émissions nocives, c'est ça qui est important. Oui. Et à ce moment-là, avec ce syngas, on peut alimenter des turbines qui fabriquent de l'électricité, ce qui évite effectivement de produire de l'électricité avec du pétrole ou autre chose, ou des centrales thermiques qui font que ça pollue. Et effectivement, on a les problèmes actuellement avec les centrales atomiques qu'on est en train de fermer. Justement, de toute façon, il va falloir qu'on trouve des solutions. À un moment, il n'y aura plus de pétrole, il faudra bien qu'on fasse quelque chose si on veut conserver l'énergie. Oui, et si on ferme les centrales nucléaires, il faut ouvrir des centrales à charbon. Donc, oui, on est dans un système... C'est ce qui arrive à l'Allemagne. Et l'électricité, pour nous, est quelque chose de fondamental. On ne peut plus s'en passer maintenant. Mais ces machines, on pourrait les installer en Indonésie et ailleurs Alors, on a pas mal de contacts, effectivement. Alors, c'est une machine qui coûte cher. Une machine BioGreen, ça coûte environ 4 millions d'euros, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est au gouvernement de se prendre en main pour effectivement investir dans ce type de machine pour justement arriver à éviter ce type de problèmes qui est vraiment qui est énorme actuellement. D'ici 2050, disait le petit film qu'on a vu au début, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Oui, au début, c'est Hélène MacArthur, en fait, une autre navigatrice qui parlait de ça au départ. Tout le monde rigolait à ce moment-là en disant qu'est-ce qu'elle raconte. En fait, elle a raison. Si dans 50 ans, on continue à produire autant de plastique que maintenant, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Il y a beaucoup de plastique chez vous, Marie-Josée Monzin? Chez nous, c'est-à-dire Je sais pas, il y a beaucoup de plastique. Généralement, j'ai remarqué, autrefois, c'était partout dans l'appartement, qu'il y avait du plastique, les meubles étaient en plastique. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça se concentre dans les cuisines. Moi, j'ai fait des choix contre le plastique, oui. Mais je m'inquiète effectivement de ce que vous dites, parce qu'il y a ce tri des ordures, mais on ne sait pas où vont les ordures qui sont triées. Donc ça, c'est effectivement... en regardant vos images, d'ailleurs, je pensais au film qu'avait fait Furtado, L'île aux fleurs. Il y a un certain temps, qui était aussi... où on voyait des gens mourir de faim au milieu des ordures et partager avec des porcs les déchets à côté de monceaux d'ordures. Enfin, c'est hallucinant. Donc, et je crois très important ce que vous avez dit. C'est une décision. Il faut que chacun prenne en main son comportement quotidien. Oui, je pense que c'est chacun, c'est nous les citoyens, c'est les gouvernements, et de toute façon, on va y arriver. Moi, je suis plutôt optimiste parce que je m'aperçois, dans toutes les rencontres que l'on fait grâce au bateau, on s'aperçoit que les jeunes, la nouvelle génération est quand même très impliquée, heureusement d'ailleurs. Tout à fait. Dans ce système-là. Récemment, en Antarctique, on avait des relations avec à peu près 17 000 gamins des écoles. En fait, on s'est aperçu que les questions qu'ils posaient, lorsqu'on discutait avec eux, étaient finalement plus au niveau de l'environnement
des problèmes de pollution de la mer, des problèmes des glaciers, plus que la faune, les éléphants de mer, les manchots et les baleines. Oui. Mais je crois comme vous que les jeunes générations ont une vraie sensibilité à la catastrophe Oui, mais est-ce que ça passe l'âge adulte? Parce qu'on se souvient d'un film, Le Lauréat, le célèbre film de Mike Nichols avec Dustin Hoffman. Quand il sortait de l'université, les amis de ses parents lui disaient un seul mot, plastique. En disant c'est l'industrie de l'avenir, etc. Et il n'avait pas tort. Et Dustin Hoffman finissait par quitter ses parents et refuser d'aller travailler. Mais le même personnage, 20 ans plus tard, peut-être, il était environné de plastique. Oui, mais on était il y a 40 ans. Donc, et oui, c'était le début du mouvement hippie. C'est vrai que là, on parle vraiment de ce mal terrifiant. On en parle depuis une dizaine d'années, pas plus. Depuis le début de la fondation. On a commencé en 2009 et c'était déjà, même nous, en 2009, on ne savait pas exactement le degré de pollution des océans. On l'a découvert dans la première Odyssée. Donc voilà, on progresse et optimiste. Colin Vincent, un mot sur le plastique? C'est vrai que ça pose la question aussi de la consommation et de la consommation en abondance, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est habitué depuis des décennies à surconsommer. Donc à surconsommer, il faut on surproduit des déchets et c'est cette réflexion-là aussi qu'il faut mener, je pense, j'allais dire d'austérité, mais plutôt Non, c'est une adaptation de nos comportements. De limiter, en tout cas, au maximum la consommation inutile et puis voilà, aujourd'hui, faire clairement attention aux emballages. La consommation inutile, c'est tout à fait ça. Ouais. Les produits bio dans du plastique. Oui, mais vous savez, les emballages, c'est compliqué parce que, en fait, l'emballage plastique est très pratique, évidemment. Il y a certains produits qui ne supportent pas le papier, enfin, pour l'instant, voilà. Donc, c'est pas si... Moi, on ne jette pas la pierre forcément aux industriels. On dit qu'il faut vraiment faire attention. Et de toute façon, c'est un problème qui n'est pas simple. Je trouve simplement que, par exemple, les embouteilleurs qui font une fortune en Indonésie avec leurs bouteilles, je trouve vraiment qu'ils devraient trouver des solutions. On ne va pas remplacer les bouteilles plastiques, de toute façon, à un moment ou à un autre. Mais par contre, réfléchir à des solutions pour arriver à le recycler d'une façon correcte, etc., ça, c'est important. Le livre s'intitule « L'Odyssée du plastique » qui vient de paraître aux éditions Favre.